Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo un petit peu pour vous parler de choses que vous avez certainement entendu parler quand vous commencez votre réseau miniature, à savoir des termes comme RP25, NEM, P87. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de l'industrie, et particulièrement dès qu'on commence à avoir affaire à des problématiques de mécanique, on établit un cahier des charges normatif. Donc ce sont des normes qui permettent de reprendre un petit peu entre chaque constructeur des rétrocompatibilités en fonction des réductions et des facteurs d'échelle. Donc, aux États-Unis, on a une norme qui s'appelle le RP25, qui est donc RP, c'est l'acronyme de Recommended Practice. Et en Europe, on a le NEM, c'est-à-dire en gros, c'est une série de normes qui permet de pouvoir codifier les différents éléments constitutifs de fabrication pour que les matériaux roulants notamment, mais pas que, soient compatibles entre eux et qu'il y ait une volonté d'harmonisation. Parce qu'effectivement, au départ, les différents constructeurs faisaient un petit peu comme bon leur semblait par rapport à leur propre cahier des charges et leurs propres contraintes, et donc on se retrouvait avec des matériaux qui même, du matériel roulant, qui même s'il avait la même échelle de réduction, avait des problèmes pour passer, par exemple, d'un système de voie à un autre. C'est pour ça que, par exemple, quand on est en HO, tous les fabricants qui fabriquent des modèles réduits en HO sont compatibles les uns avec les autres. Il n'y a pas de problème. Donc, du coup, c'est important d'avoir connaissance de ces normes, parce que quand on fait un réseau miniature, il y a toute une série d'éléments qui sont codifiés dans le livre des normes. Alors, moi, j'utilise les normes NEM. Donc, sur le site du MOROP, et je vous le mets en description, vous allez avoir des fiches PDF qui vont reprendre. Donc là, je vous montre, ça c'est la norme 102, donc c'est celle qui est très importante, notamment pour déterminer les quais, pour déterminer les hauteurs sous voûte de tunnel, les largeurs de gabarit, etc. Et vous avez toute une succession de... Donc là, c'est les gabarits en cours, par exemple, la NEM 102. Ensuite, après, on a la NEM 105 qui vous donne les gabarits concernant les tunnels. Ensuite, vous avez la NEM 110 que j'utilise notamment pour les contre-rails. Hein, je vous avais parlé justement, je vous en avais pas parlé dans cette vidéo sur les contre-rails, et ça se fait pas au doigt mouillé. Je tiens à remercier Antoine de m'avoir un peu secoué là-dessus. La NEM 111 qui est sur les rayons de cours minimaux, la NEM 112 sur les entr'axes de voie, les raccordements paraboliques, etc. J'en passe, il y a toute une série de normes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un classeur où j'ai imprimé toutes les normes, ce qui me permet de pouvoir m'en référer. Alors, il y a quelques petites critiques que l'on peut faire sur la norme NEM, notamment sur le fait que pour pouvoir permettre à l'ensemble du matériel hérité à passer sur les appareils de voie, ces normes sont très contraires sont très éloignées plutôt de ce que l'on pourrait s'attendre en appliquant uniquement le facteur de réduction. Alors, c'est un petit peu pour cette raison-là, notamment, qu'une nouvelle norme est apparue d'ici
depuis une quinzaine d'années, peut-être même un peu plus d'ailleurs, parce que moi je m'en souviens que dans les années 90, enfin voilà, c'est plutôt dans les années 90, est émergée une norme qui s'appelle le Proto 87. Et donc cette norme-là, en fait, se veut beaucoup plus réaliste que la norme NEM en termes de reproduction. Alors ça va sur les cotes dans les appareils de voix, sur la hauteur des boudins de roue, sur l'écartement et les codes d'écartement, des débattements des essieux, etc. Le problème, c'est que cette norme, même si elle est très très intéressante, assure très très difficilement une rétrocompatibilité avec le matériel, euh, notamment les matériels industriels qui sont faits depuis les années 80, même les années 70. La volonté du MOROP et de la NMRA, qui sont donc les deux organismes associatifs qui ont permis de créer ces normes et qui sont suivis par les constructeurs, ont eu un souci de rétrocompatibilité, c'est-à-dire effectivement de garantir un maximum le fait que le matériel ancien allait pouvoir rouler sur des voies normées. Alors, le problème de ça, c'est qu'effectivement, sur certaines côtes, notamment les aspects de contre-rail et autres, on a parfois des largeurs qui sont factuellement, en termes de réduction, complètement faux. Bon, mais ça c'est un débat qui est très intéressant, qui écharpe les modélistes de haut niveau, entre ceux qui sont pas d'accord, ceux qui partent du principe que on peut se permettre, si on veut utiliser du matériel du commerce, on doit être tolérant. Et puis il y a ceux qui sont très pointilleux et qui disent, mais attendez, notamment en ce qui concerne la voix, c'est pas normal qu'on demande des matériaux roulants de plus en plus précis, mais que la voix fait encore office de parent pauvre en termes de réalisme et de facteurs de réduction. Alors ils n'ont pas tout à fait tort, parce que c'est vrai que quand on regarde certains constructeurs, les appareils de voix laissent dubitatif par rapport à leur respect visuel de la réduction. Maintenant, c'est vrai que quand on a un panachage de modèles très divers, voire qu'on fait par exemple rouler des modèles qui sont entre guillemets dépassés d'un point de vue technique par rapport à ce qui se fait actuellement et par rapport aux aspirations des modélistes, parce que encore une fois, on est passé d'une activité qui était un train joué à une activité qui est beaucoup plus technique et donc beaucoup plus d'adulte en fait. Et donc du coup, les demandes ne sont pas les mêmes. Quand vous prenez du train joué, voilà, le souci va être un souci de fiabilité plus qu'un souci de réalisme. Donc c'est sûr que le RP25 enfin en tout cas les normes de la NMRA et les normes du MOROP prennent quand même ça en compte, à savoir que les constructeurs, la grande majorité de leurs portes d'entrée dans leur catalogue, ce sont les kits de démarrage, et donc ce sont les débutants, donc ce sont les enfants. Donc du coup, il faut garantir une certaine fiabilité du matériel roulant, plus que un respect de l'échelle stricto sensu. Donc, je voulais vous parler de ça parce que c'est très important quand on fait un réseau d'avoir les normes NEM au minimum, un minimum les normes NEM et connaître les normes NEM dans un classeur et les consulter assez régulièrement. Parce qu'Antoine m'a fait la remarque et il avait tout à fait raison sur la vidéo sur les contre-rails que je vous mets en fiche. J'ai un peu zappé moi les commentaires que je fais et j'ai oublié de citer que le contre-rail ne se met pas n'importe comment, n'importe où. Il se met en fonction d'une cote et cette cote est donnée dans la norme numéro 110 de la classification NEM. Donc NEM c'est norme européenne de modélisme.
Et voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que avoir toute cette série de normes sous la main, ça vous permet, quand vous construisez le réseau, d'être sûr que votre matériel roulant va pouvoir circuler dans de bonnes conditions. Et donc, du coup, aussi lors du tracé de votre réseau, de déterminer notamment les courbes, les contre-courbes, les distances minimales pour pouvoir faire des tracés fluides qui vont garantir à votre matériel roulant ad minima qu'il ne va pas dérailler parce que vous avez fait une disposition, notamment une implantation de voie qui ne correspond pas à ce qui est autorisé par la norme ad minima. Voilà. Donc je vous mets dans la description le catalogue des normes du MOROP. Je vous invite à les consulter. Tous les ans, il y a une révision de certaines normes. Alors, il y a des normes qui n'ont pas été révisées depuis très très longtemps. Il y en a d'autres qui sont révisées plus régulièrement, en fonction aussi de la possibilité que les fabricants ont à améliorer leur process de fabrication. Et c'est pour ça qu'on a vu certaines normes s'affiner, notamment la hauteur des boudins de rail, puisque à la base n'était permis que le code 100, qui a une hauteur de profilé de rail de 2,5 mm, et qu'au fur et à mesure, on a affiné, on est passé du code 100 au code 75, qui a une hauteur de boudin, enfin on est passé du code 100 au code 83 d'abord, avec une hauteur de boudin de 2,1 mm, et puis ensuite on est passé au code 75, qui a une hauteur de boudin de 1,9 mm, et dans certains cas maintenant, on réfléchit à passer au code 70. Donc cette norme-là a évolué, en fait. Et maintenant, le NEM et puis aussi le MOROP acceptent dans leur livre de normes le code 70, qui n'était pas du tout répandu à la base. Et au fur et à mesure, on se rapproche du coup de la hauteur à l'échelle du profilé de la voie. Mais bon, voilà, c'est encore balbutiant, et puis il y a encore cette problématique de rétrocompatibilité. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à la norme NEM, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. C'est vrai que c'est un petit peu chevelu de vous parler de ça, mais je pensais que c'était important de faire quand même une vidéo pour vous en parler, parce que quand on crée un réseau miniature, on en a vraiment besoin, et c'est très intéressant de savoir ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Alors c'est un petit peu chevelu au départ de rentrer dedans, mais une fois qu'on a compris un peu les grands axes normatifs, à ce moment-là, on peut s'en référer pour éviter justement les problématiques, notamment les problématiques d'exploitation ultérieures qui viendront quand on utilisera le réseau de façon intensive. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous, à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À ciao!